Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique, le CPP, nous sommes en direct sur Radio M. Bonsoir à nos invités. Hassan Wali, bonsoir. Bonsoir. Hassan Radi, bonsoir. Bonsoir. Souheila Hamadi, bonsoir. Bonsoir. Hakim Haddad. Bonsoir. Et Sidi Ali Khouedefilali, bonsoir. Merci d'être venu à ce Café Presse Politique qui commence chaque mercredi par l'image qui vous a marqué cette semaine. Donc nous aimerions savoir ce qui a attiré votre attention cette semaine écoulée. On commence avec vous, Hassan. Moi, c'est celle que les manifestants du Harak appellent affectueusement Khalti Baya, qui a été embarqué par la police, lâché en pleine autoroute. En plus de ça, on lui a confisqué son médicament. Son tramadol. Son tramadol. Il y a ceux qui nous disaient pendant longtemps que la violence policière, elle est minoritaire, c'est quelques individus, il faut généraliser. Si ça ne peut pas scandaliser toute la police, ça veut dire qu'ils sont tous complices. Hassan, une grande décision de réforme qui m'a surpris cette semaine, c'est courageuse par ailleurs, la décision du président de la République de démettre de ses fonctions le président directeur général de Naftal. Pourquoi ? Spectaculaire. Oui, c'est la grande mesure qu'on attendait pour lancer le changement. Depuis longtemps. Hakim Haddad, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Incontestablement, le renouvellement hier du mandat de dépôt pour nous, 4 nouveaux mois pour Fersaoui Abdelwaheb, le président de Raj, le renouvellement du mandat de dépôt. Pas du tout. Cela, c'est un peu plus clair. Donc voilà, même si on ne pensait pas qu'il allait sortir dans l'immédiat, même si on le revendique, c'est quand même très choquant de voir cette supposée justice renouvelée pour 4 nouveaux mois, même si cela ne veut pas dire qu'il restera 4 mois. On espère le plus vite possible son jugement et son acquittement. Souheila Hamadi, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Je ne vais pas être original, mais c'est l'image affligeante d'une dame âgée, malade, qui a été malmenée par la police, baladée sur plusieurs kilomètres, lâchée à l'autoroute et qui restait très engagée, c'est-à-dire qui a renouvelé son engagement pour le Hirak et tout ça. Ça, c'est une image qui m'a fait... Les vidéos qui l'ont montré à sa descente du bus et aussi à sa sortie de l'hôpital, parce qu'elle a eu un pic de tension, je pense, ça m'a tuée. Et elle était de retour hier, Baya Dahmani, à la manifestation des étudiants. C'était le 50e mardi, donc hier, elle était présente parmi les premières. Sidi Ali Khouedefilali, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Moi, c'est pas du politique. En fait, c'est le tragique accident qui a eu lieu entre Soukharas et Annaba. C'est l'hécatombe qui continue, et c'est dans des moments comme ça où on regrette vraiment d'avoir un État fort, un État qui sait être à l'écoute de ses concitoyens, parce que là, ça devient vraiment du terrorisme et il faut vraiment arrêter ça. Donc c'était surtout ça. Ça devient banal, on voit ça tous les jours et on a tendance à prendre ça à la légère, et il faut vraiment que ça arrête parce que c'est du terrorisme. 3200 morts en 2019, 33 000 blessés. Il est horrible. Le Conseil des ministres d'hier a consacré un point sur la sécurité routière. Et les victimes d'accidents de circulation, c'est le seul classement mondial où l'Algérie elle est sur le podium. Et le journal Khabar l'a titré ce matin en une, la route tue plus que le coronavirus. Je ne sais pas si c'était pour l'Algérie ou pour Tu n'as pas lu le Watan Non, je parlais d'Al-Khabar. Donc on commence la première partie du Café Presse Politique avec le volet politique, avec les décisions annoncées par Abdelmajid Tebboune. Certaines sont importantes, d'autres beaucoup moins. On a l'impression qu'Abdelmajid Tebboune veut donner une impulsion à son mandat présidentiel, puisqu'il est toujours qualifié d'être un président très faible, déjà illégitime, mais aussi avec un président qui n'a pas les coups des franches. Il y a eu l'annonce notamment des journaux électroniques, la rencontre avec
avec le MSP, d'autres décisions qui ont été prises. Est-ce qu'on est déjà dans la séquence Tebboune qui veut garder la main, qui veut montrer qu'il est président, ou est-ce qu'on est encore loin du compte? Khaled, tu fais dans la provocation, c'est ça? Hassan, on commence avec vous. Non, je pense que les choses se passent un peu malheureusement comme on aurait voulu se tromper, mais comme on l'avait prévu pour la plupart des intervenants ici au Café Presse Politique. Président illégitime, faible, une hiérarchie de l'armée qui reste dans la fidélité à son chef, à Ahmed Gaïd Saleh. Donc dans une feuille de route qui ne veut rien déroger à l'ouverture, aux libertés. Et donc on est dans le discours des intentions. Donc on a eu le débrief de Soufiane Djilali, qui était une des personnalités politiques parmi les premières à être reçue à la présidence, qui est passé ici à Radio M débriefer sa rencontre, qui disait que le président était plein de bonnes intentions et qui avait cru un peu de bonne foi à ses intentions d'ouverture, donc d'aller avec ces mesures d'apaisement vers le dialogue avec le mouvement populaire. Et là, ça fait un mois quasiment, ça fait plus de 3 semaines que cela s'est passé. Tout va dans le mauvais sens. On a évoqué un peu une partie de ces mauvaises décisions. Et donc, on a effectivement un président excessivement faible. Et continue à dire à ses invités qu'il a l'intention de faire plein de choses, de s'ouvrir. Il demande de la patience. On parle des 100 jours. Voilà, le mot d'ordre maintenant, l'entourage du président. Est-ce qu'on doit dire à nos amis auditeurs qu'on parle un peu à l'entourage du président? Bon, ça fait partie de notre métier de journaliste, donc on a des retours. Mais ils sont très proches de vous, notamment un. Non, c'est pas Farhat Tete Ali qui est nécessairement le plus informé, parce qu'il est dans son ministère de l'industrie. C'est pas lui qui. Et puis on discute pas beaucoup avec Farhat Tete Ali, même s'il a fait nous a fait l'amitié de passer à la fin de l'émission du CPP la semaine dernière ici. Je trahis pas un secret. Les nouvelles viennent plutôt de la présidence et c'est pas directement à nous que ça vient. Ça vient à travers les personnes qui sont reçues aussi, etc. Les intentions, ce sont des intentions révolutionnaires, entre guillemets. Et il va tout renverser sur son passage. C'est-à-dire que la haute hiérarchie de l'armée va partir à la retraite, les services vont repasser sous le contrôle de la présidence, et la constitution qui va être faite avec le peuple, et elle sera la plus démocratique du monde. On a envie de rigoler. On a envie de rigoler. On a envie d'y croire. On a envie de rigoler. Je ne sais pas si. Qu'est-ce qu'il faut choisir entre les deux? Hassan Wali, vous y croyez à ça? Non. Écoute, d'abord, Soufiane Djilali, tous ceux qui vont prendre un café chez Tebboune et ressortent avec de belles déclarations, ils sont faussement naïfs. Et ils vont pour un objectif politique précis qui concerne leur propre agenda. Soufiane Djilali, il a son propre agenda qui est propre à lui et tous les autres. Mais c'est un chef de parti, il a le droit d'aller voir le président. Non, je ne dis pas, il n'a pas le droit d'y aller, il est libre de ses mouvements, il fait ce qu'il veut, je défends ça, mais qui ne vient pas nous raconter des histoires à dormir debout. Il nous a dit qu'il a promis l'apaisement, on sait ce qui se passe sur le terrain. Il nous a promis que Tebboune allait faire des... Qu'est-ce qu'il fait Tebboune? Il y a 3 choses à relever. Tu le sais bien, on le dit dès le début, que c'est un président fragile. Il est faible. Il est vide politiquement, ce président. On voit, ça fait 2 mois, c'est pas seulement des premiers jours, ça fait 60 jours. C'est de l'improvisation, c'est de l'amateurisme, c'est du cafouillage. Inutile de rappeler hier qu'un le directeur général des douanes, qui est comme une institution importante, on annonce qu'il est relevé de ses fonctions finalement. Non, Tebboune, il reçoit le président turc, il discute avec lui pensant que c'est autour d'un café et qu'il offre l'Algérie sur un plateau pour un président étranger pour utiliser l'Algérie comme une carte de pression dans ces conflits internationaux. Soyons sérieux, il n'a rien, il ne fait rien, il n'y a aucune décision. Je demande à voir. 100 jours. Il n'y a pas de décision, mais 2 mois avant la présidence, c'est énorme. 100 jours après la date de prestation de serment. Farhat Tete Ali, il avait dit ici, 1 mois avant l'élection présidentielle, il avait dit la légitimité pourrait venir après, la légitimité d'action. Pour l'instant, tout ce qu'il fait, c'est dilapider le peu de capital, je ne sais pas où est-ce qu'il est allé le chercher, qu'il a. C'est la présidence, le Mouradia est un palais fantôme. Hakim Haddad. Beaucoup de choses viennent d'être dites par Hassan, mon ami. Effectivement, moi, j'attends pas assez. De toute façon, il restera. Moi, je suis un hirakiste.
Donc il restera illégitime ce président, même si il commet, même s'il va vers des actions plus ou moins acceptées ou acceptables. Pour l'instant en tout cas, moi je lui donne pas 100 jours, je lui donnais pas plus de, je lui donne rien du tout. Voilà, c'est jusqu'à maintenant, il n'a rien fait. La première chose qu'il aurait dû faire, c'est de faire sortir d'abord, encore une fois, les gens de prison, ceux qui sont retenus illégalement, illégitimement. Beaucoup ont été sortis de prison. Mais tous, je viens de dire tous. Je te coupe, c'est pas au président de décider de ça. C'est au président. Moi, d'après moi, il aurait pu prendre cette décision. Ça serait contradictoire avec l'indépendance de la justice que nous revendiquons. Pour moi, c'est une décision politique. Ça a été une décision politique. Les juges doivent réparer cette injustice. D'accord. Donc pour moi, c'est d'abord une décision politique qui nous a mis en prison et qui a mis les gens qui se sont retrouvés derrière les barreaux. C'est une décision politique de les en faire sortir. Moi, j'y croyais pas de toute façon beaucoup, mais en tout cas, s'il avait voulu gagner un tout petit peu, un tant soit peu de légitimité, il aurait dû commencer par ça, et c'est loin d'être le cas, et pour ça, il lui fallait pas 100 jours pour le faire. Donc ensuite, que la justice, contre justice, il y aura, je peux paraître un peu radical, mais et qui fera véritablement son travail, effectivement, elle réhabilitera ces gens-là. Prochainement. Je fais très attention à ce que je vais dire. Maintenant, je n'ai pas peur, malheureusement, d'éventuellement de devoir retourner derrière les barreaux. Et puis, je compte sur vous, comme vous nous avez fait sortir la première fois, vous nous ferez sortir une seconde fois. Donc, il n'y a pas de légitimité. J'attends pas grand-chose de ce président pour l'instant. J'attends que le Hirak, j'attends que les différentes composantes du Hirak l'obligent, lui et ses mentors, à aller vers la satisfaction des revendications de ce Hirak qui dure depuis 1 an. Souheila Hamadi. Moi, je dirais que le président Tebboune donne l'impression de mouvement dans l'immobilisme. Donc, il utilise la vieille bonne recette plutôt, faire des annonces ou de projets qui sont bons sur papier, mais qui ne seront pas systématiquement suivis d'actes. Et moi, je suis sceptique. D'ailleurs, je donnerai 2 exemples. Il y a l'exemple de l'école, de la réforme de l'école. Bon, ça, c'est chaque président qui vient, chaque chef de gouvernement se focalise sur l'école. Et je dirais que quand il y a des enfants dans des régions enclavées qui sont 3 par table et qui n'ont pas de chauffage, et qui sont dans des classes complètement délabrées, on parle d'introduction de l'enseignement par introduction de l'informatique, des tablettes et tout ça, je trouve que c'est utopique. Lors de sa première interview, il avait parlé des cantines. Des cantines. Moi, je donnerai un deuxième exemple, c'est de sanctionner systématiquement les promoteurs qui se rendent coupables de malfaçons dans les projets de construction, notamment de logements aidés. Et on sait tous que les logements aidés, quelle que soit la formule, sont mal faits. Et non seulement c'est des malfaçons les seconds œuvres, les fondations et tout ça, c'est plutôt ils induisent de gros risques sur leurs occupants. C'est un clin d'œil à Tebboune, l'ancien ministre de l'Habitat, qui avait évidemment accordé oui, parce que beaucoup de contrats. quand on sait en tant que ministre de l'Habitat, il a très mal géré le programme de l'ADL. Oui. Un petit programme de logement. Donc ça va être complètement difficile de croire qu'il saura faire des miracles en tant que président de la République. Bon, c'est un avis. Qu'il a su faire C'est un avis. Oui. C'était aussi son projet. Moi, je rejoins tout à fait Hassan sur la question. Moi, je pense que Hassan parle de bonne intention, l'enfer est pavé de bonne intention. En parler n'est pas les réaliser. Aujourd'hui, il faut dire la réalité, il faut exposer le problème tel qu'il est. C'est un président mal élu, c'est un président qui a un peuple qui est toujours dans la rue, donc qui attend une solution ou qui aspire à faire éclore sa propre solution. Et le président reconduit la même démagogie qu'on a eu avant, le même mépris en face des populations qu'on a eu avant, les mêmes méthodes de gouvernance qu'on a eu avant, le même traitement policier qu'on a eu avant, les mêmes coups de téléphone pour la justice qu'on a eu avant, les mêmes décisions aléatoires et voilà, Hassan en parlait tout à l'heure, la nomination d'un directeur général de la douane qui saute tout de suite après, qu'on remaintient dans son poste, c'est du cafouillage, ça part dans tous les sens. Pour moi, c'est de la démagogie, pour moi, c'est une reconduction d'un discours qu'on connaît, qu'on a vécu déjà avec Bouteflika, avec Saïd, avec Sellel, avec Zerouel, avec tous les présidents algériens. Donc ce n'est pas une nouvelle forme de gouvernance qui susciterait l'intérêt et pour laquelle on va dire on va avoir un petit peu de confiance et lui donner ces fameux 100 jours. Pour moi, non, c'est juste un administrateur qui a été parachuté là par un pouvoir militaire et qui est en train de faire plus ou moins ce qu'il peut. Et maintenant, faut-il faire avec
faut-il faire avec ce président illégitime? Et, voilà. Juste pour le micro, on sait qu'il est légitime. Ce que vous avez dit avec Hassan Ali sont des vérités claires et incontestables. Mais quelle démarche en tant que président de la République? Peut-il faire des choses aujourd'hui? Peut-on lui accorder le bénéfice du doute? Dans l'absolu, non. Lui accorder le bénéfice du doute, ça c'est autre chose. Ouais. Mais dans l'absolu, est-ce qu'un président de la République peut faire quelque chose? Bien sûr qu'il peut faire quelque chose. Il peut faire des miracles s'il le veut. Mais ce mec-là est là pour reconduire un système. Il n'est pas là il ne représente pas la rupture. Tebboune n'a jamais représenté la rupture. Tebboune est un ministre de Bouteflika. C'est un des proches de Bouteflika. C'est quelqu'un qui est en train de reconduire une façon de gouverner en Algérie avec laquelle on est sorti le 22 pour une rupture. Donc pour moi, il reconduit un système, même si plus ou moins il est un petit peu, on va dire, tendre sur les bords, qu'il essaye de caser des gens qui sont un petit peu populaires, qu'il essaye de casser un petit peu l'image qu'on a eue des anciens caciques du système, etc. Mais pour moi, ça reste très très peu. C'est pas du tout ce qu'on attend de lui. Oui, Hassan? C'est pire comparé. Enfin, il y a pas un président à qui comparer ça. Et c'est même pas de la démagogie. C'est encore moins du populisme. C'est vide, c'est abyssal. Quand même, moi, je reste encore sous le choc de sa prestation aucune consistance politique, médiatique. On avait en face de nous, je sais pas qui, c'est même pas un chef de daïra. Et il parle de celui-là. Tu parles de l'école. Et il a mis en garde les maires et tout, comme si c'est la faute des maires qui est des cantines dans des conditions de transport et tout. On a ramené cette semaine des enfants d'une école de Médéa. On leur a dit, vous allez à Alger pour une excursion. On les a emmenés sur la tombe de Salah. Et il voit ça. Mais l'instrumentalisation. Mais il n'y a pas d'annonce, il n'y a même pas de bonne volonté. Ouais. Moi, je ne vois même pas cette bonne volonté. Il n'y a rien. C'est le vide. Est-ce qu'on connaît son conseiller diplomatique? Il n'en a pas encore officiellement. Merci. Pense, oui. Est-ce qu'on connaît son conseiller politique? Est-ce qu'on connaît son conseiller économique? Est-ce qu'on connaît son conseiller sur les affaires sociales? Est-ce qu'on connaît... Il a 4 conseillers pour la communication. Alors, il a qui à la présidence? On va les dire, c'est des personnes publiques. Il a qui? Il a Mohamed Lagab, chargé de mission. On sait ce que c'est que Mohamed Lagab. Il a qui? Il a Kamel Sidi Saïd. Il a qui? Abdouhab Boukrouh. Il a qui? Abdelatif Belkhaïb. Il a Abdelkrim Tefrguenid. Donc la Dream Team. C'est la Dream Team de l'échec. Il a dit, on a mis des gens, je respecte ceux qui n'ont pas de bac, ceux qui n'ont pas fait d'études, je respecte, j'ai de l'admiration pour les ouvriers, pour les... Mais ils n'ont même pas de bac. Ils n'ont même pas de bac. Ils sont là-bas par la triche. On sait ce que c'est que c'est à qui donc quand il timise l'habitat, à qui il a donné 1, 2, 3, 4 logements. Mais attends, c'est pas sérieux. Moi je peux... Souhaita Hamadi, vous voulez rajouter quelque chose? Non. Moi, je dirais indépendamment. Je ne sais pas ce que ça mérite. Est-ce qu'on peut discuter de ça finalement? Pardon, on laisse Souhaita Hamadi continuer. Moi, je dirais indépendamment de la personnalité du président, parce que maintenant, qu'on le veuille ou non, c'est un président, il en a toutes les prérogatives. Ça, c'est une réalité. Maintenant, indépendamment de sa personnalité, moi, je dirais qu'il part avec 2 handicaps majeurs. Premièrement, il accède à la plus haute fonction de l'État dans des conditions troubles, c'est-à-dire sans campagne électorale réelle, à l'issue d'un scrutin entaché qui manque de crédibilité. Et en plus, il a en face de lui, contrairement à ses prédécesseurs, un contre-pouvoir de taille, c'est le peuple, qui est dans la rue et qui ne semble pas déterminé à rentrer chez lui. C'est-à-dire il restera tant qu'il n'a pas... Ça reste un contre-pouvoir. Un contre-pouvoir très très fort. Il y a aussi l'annonce, oui, Hakim, avant de passer à l'autre annonce des journaux électroniques. Effectivement, en fait, il aurait pu, ou on aurait pu imaginer, moi je l'aurais pas cru, mais qu'il allait venir et qu'il allait essayer de gagner ses galons, je dirais, en répondant favorablement à certaines revendications du Hirak. Voilà, il aurait pu essayer de se libérer de ses patrons connus ou invisibles ou derrière les rideaux, mais en fait il n'a rien fait de tout ça. Voilà, il aurait pu au moins essayer de nous tromper et essayer un petit peu de tremper
le Hirak et les Hirakistes pour le peuple qui est dans la rue justement, pour essayer d'amadouer un peu les gens en faisant certaines choses qui vont dans les revendications, qui vont au moins mettre le doute, effectivement, pour essayer au moins un peu de gagner de crédibilité. Et il n'a absolument rien fait de tout ça. Donc après, moi je vous le dis, même il habbat le poids des cartables dont il a parlé dans son discours d'investiture, qu'il arrange les cantines, etc. Enfin, qu'il fasse plein de choses bien, c'est plein de choses intéressantes, pourquoi pas. Mais tant qu'il n'a pas répondu aux revendications du Hirak qui sont émises depuis X temps, depuis bientôt 1 an, tout ça ne servira à rien du tout. Ça veut dire qu'on reprend les mêmes et on recommence, on change juste de visage. Et parmi les revendications du Hirak, c'est bien sûr la libération de tous les détenus. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs détenus politiques toujours en prison, notamment Abdelwahab Folsaoui, président de Raj, Karim Tabou aussi, l'homme politique, l'ancien premier secrétaire du FFS. Ils n'ont pas été libérés, bien au contraire, leur mandat de dépôt a été prolongé. Pourquoi est-ce qu'on libère d'un coup 74 détenus politiques parmi eux le Khadabolgara et qu'on ne libère pas ces deux que vous connaissez et que vous avez même rencontrés? Oui, que j'ai rencontré Folsaoui Abdelwahab, avec qui j'ai passé 92 jours dans la même cellule et que j'ai laissé un peu seul en sortant. Mais bon, je sais que maintenant qu'il est en compagnie de vos collègues journalistes qui sont en prison, peut-être qu'on en reparlera au moins d'un des deux. Oui. En fait, Abdelwahab, d'abord déjà l'état de santé et psychologique de Karim Tabou est dans un piteux état. Voilà, parce que être seul en isolement pendant autant de temps, ça joue sur le moral, c'est le moins que l'on puisse dire, y compris, paraîtrait-il, et je le tiens de sources assez bien informées, comme vous avez l'habitude de dire, dans la presse, en l'occurrence une de ses avocates, son état de santé commence vraiment à être sérieusement touché. Ça, c'est concernant Karim. Pour Abdelwahab, je viens d'avoir, juste avant de rentrer dans cette émission, un des avocats qui a été le voir cet après-midi, qui a passé 2 heures avec lui, même si j'ai du mal à le croire, mais il continue d'avoir un bon moral, d'avoir des informations de différentes choses qui peuvent se passer dans lesquelles sont impliquées l'association Raj et des collectifs, etc. Donc il garde un bon moral. Le fait également que le Hirak ne baisse pas, parce que c'était le principal souci des gens qui étions derrière les murs. Voilà, donc il a un bon moral, mais c'est quand même très étonnant, pour le moins. C'est le seul qui n'a pas encore, à part hier, le renouvellement de son mandat de dépôt, une dizaine de jours à l'avance d'ailleurs, parce que c'est que le 10 qui doit être, qu'il bouclait les 4 mois. Il y a rien de nouveau dans son dossier. On sait que Samir est fort heureusement, Belarbi a été libéré, Boumela passera le 9 février, Karim Tabou, il y a une procédure qui est en cours. Pour l'instant, silence total sur la question de Abdelwahab Folsaoui, ainsi que d'autres, bien évidemment. On peut citer Nour Louda, etc. Donc, c'est pour le moins étonnant, et de savoir qu'une personne comme tout le monde est encore en détention quand ce monsieur Tebboune essaye de faire parler de choses positives, c'est... Hassan Khadi, vous voulez parler? Oui, mais enfin, je voulais dire qu'en fait, on a peut-être un peu tort, effectivement, de nous étonner, de nous emporter contre le fait que Abdelmajid Tebboune n'engage pas une ouverture, parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Il commence à faire dire autour de lui que le projet de constitution va changer la donne, que la nouvelle constitution va assurer plein de choses, etc. Il faut bien quand même rappeler que la constitution actuelle, en principe, garantit un minimum de liberté, qu'il suffit juste de l'appliquer. Ouais. Notamment la liberté de la presse, qui est bâillonnée, peut-être qu'on va en dire un mot, qui continue d'être bâillonnée. C'est pas la décision extraordinaire de mettre à niveau les journaux électroniques et les considérer comme des journaux papier qui va changer la donne. La liberté de s'organiser, la liberté de marcher qui est de manifester, et toutes les autres libertés. Je ne parle même pas de l'alternance. Donc le discours qui commence à se tenir, c'est la Constitution va tout régler. Mais évidemment, il faut montrer ses bonnes dispositions maintenant. C'est possible de le faire, mais maintenant il ne le fait pas. Pourquoi il ne le fait pas ? Il y a une thèse qui, j'ai eu l'occasion d'en parler dans 5 sur 5, qui commence à monter, qui vaut ce qu'elle vaut. C'est que, en fait, dans le système, on pense que si jamais on fait une ouverture, le système va être emporté encore plus vite.
Voilà, il y a cette idée que si jamais on fait comme a fait Chadli Bejdid, après octobre 88, il a fait une ouverture et ils te disent finalement c'était une erreur parce qu'au bout du bout, le fils s'est avéré être la force politique la mieux organisée, ça a torpillé le processus. Anyway, le système a failli tomber. Et donc, cette fois-ci, ne faisons pas la même erreur, essayons de ne rien donner. Si on donne un peu, ça va s'ouvrir complètement. Et l'ouverture, en fait, c'est l'alternance. Donc, in fine, on refuse de donner au peuple son droit le plus élémentaire, celui de disposer de sa constitution. Voilà, et cette idée, en fait, c'est celle qui était portée du temps de Gaël Salah, clairement. C'est celle qui était... Et personne, ni du côté de l'armée, ce sera sûrement pas Saïd Chengriha qui va réformer entre cette idée, ni dans les services de sécurité, ni ce président très faible qui va, parce qu'il n'est pas arrivé avec l'idée vraiment de faire une ouverture. Il n'est pas vraiment arrivé avec l'idée de faire une ouverture. Donc il n'y a pas le logiciel de l'ouverture, il est mis sous le tapis. Pour le moment, c'est celui de la fermeture, maintenir la situation comme elle est et disperser le Hirak. Sidi Ali, est-ce que vous pensez que la Constitution c'est la priorité aujourd'hui? Alors pas du tout. Moi au contraire, ça m'horripile de parler de Constitution avec un président illégitime. On est en train de reproduire la même chose. Il est en train de faire pratiquement ce qu'a fait Bouteflika, ce qu'a fait Chadli avant lui, ce qu'a fait Zelouel. Tout le monde trifouille la Constitution algérienne. On n'a aucun respect du premier fondement de la République algérienne. Et moi, c'est le genre de choses que je ne peux pas laisser passer. C'est vraiment dangereux de toucher à la Constitution d'un pays qui, plus est, sans l'aval du peuple. Donc en ayant en face un peuple qui est toujours dans la rue, qui revendique un tas de choses, la démocratie, l'égalité, etc. Et on est en train de mépriser ce peuple encore une fois, de le sauter pratiquement, de faire comme s'il n'existait pas, et de trifouiller une constitution qui est plus ou moins irait dans le sens de ce que disait un petit peu Kadi Hassan, dans le sens de gouvernance que prône cette nouvelle bande, entre guillemets, qui est en train de présider l'Algérie. Pour moi, c'est très très dangereux. On ne touche pas à une constitution avec autant de facilité, encore moins avec un président illégitime. La constitution appartient au peuple algérien. Aujourd'hui, on a l'immensité du peuple algérien qui est sorti le 22 février, justement pour poser les jalons d'une nouvelle république avec une nouvelle constitution. Et c'est à ce peuple-là de décider de sa constitution, non pas à Tebboune. Et pour ce qui est d'une des annonces qui a été faite hier, c'est évidemment, elle concerne les journaux électroniques. Le communiqué de la présidence de la République dit qu'ils doivent être, ils doivent avoir les mêmes droits que les journaux de la presse écrite, faire des couvertures et avoir droit à la manne publicitaire publique. Akram Khalif avait fait un commentaire sur Facebook. Et qu'en est-il de la liberté de la presse? Ça veut dire que lorsque les journalistes parlent de liberté de la presse, on répond argent et casse-croûte, parce qu'il avait parlé du casse-croûte pendant son interview. Il avait dit il faut créer des clubs de presse pour que le journaliste puisse aller manger un casse-croûte à midi. Comment est-ce qu'on peut juger cette annonce, Souheila Hamadi? Vous qui travaillez dans la presse écrite. Il y a le risque qu'on fasse de la presse électronique ce qu'on a fait de la presse écrite et des médias lourds. C'est-à-dire on les assujettit à la publicité. Ça devient presque, on s'achemine, donc on est en plein dedans, plutôt on s'achemine pas, on est en plein dedans du journalisme alimentaire. Et ce qui est dangereux dans la situation actuelle, c'est que des patrons de presse, cette mentalité, ces pratiques sont en train de transgresser vers les journalistes eux-mêmes. Hassan ? Alors, cette annonce des journaux électroniques. Non, mais juste pour préciser une chose qu'a dit Souheila Ahmed tout à l'heure, c'est que le peuple du vendredi, il faut le dire, ne gêne pas l'action de la présidence. C'est-à-dire, Tebboune peut faire plein de choses et il peut avoir des réactions le vendredi, mais ça ne l'empêche pas concrètement d'agir sur la vie de tous les jours, sur l'événement, sur la situation du pays. Il peut agir, il ne peut pas utiliser le prétexte du Hirak qui l'empêcherait de faire quoi que ce soit. C'est une précision. Quant à... ça veut dire, quand il parle de la presse électronique, quand c'est le chef de l'État, légitime ou pas illégitime, tout ce qu'on veut, à la limite, il est là, on fait avec. La preuve, on commente un peu ce qu'il ne fait pas d'ailleurs. C'est la présidence qui vous appelle, peut-être. Non, mais... vous vous rendez compte quand même, le chef de l'État, dans une situation de crise politique, il ne parle de la presse électronique. La présidence est énorme. C'est une mission grave, sérieuse. Et il parle de ça. Mais pourquoi il a nommé Ammar Belhima ministre de la Communication? Et porte-parole. Et porte-parole du gouvernement. Porte-parole, c'est un débat qui devrait avoir lieu au niveau du ministère, d'une direction du ministère de la Communication.
Faut-il rappeler encore que la loi sur l'organique, la loi sur l'information existe depuis 2012 et qu'il dit, il faut, dans son communiqué, il dit, il faut clarifier le statut de la presse. C'est pas seulement. Mais il faut dire que Abdelmajid Tebboune a des relations privilégiées avec la presse. Non, il n'a pas de relations privilégiées avec la presse. Non, il n'a pas de relations privilégiées. Il avait une relation privilégiée avec certains journalistes. Certains journalistes disent qu'il a eu un bon bilan. Pourquoi ? Parce que il distribue du logement. Et certains journalistes, et moi je le dis, moi je ne suis pas du tout corporatiste, et c'est pour ça que la presse, on sait ce que c'est que la presse, on sait ce que ça a donné la presse. La presse a trahi. La presse a trahi d'abord sa fonction. On veut des noms là, on veut des noms. La presse a trahi, je ne dirais pas qu'elle a trahi le peuple à cause du peuple, elle a trahi sa propre fonction, son métier d'abord. Elle a... Qu'est-ce qu'un président parle des journaux électroniques ? Il y a des choses graves dans ce pays. Il y a des choses encore plus graves dans la région. Ersan, comment vous avez pris cette annonce, vous qui dirigez un des premiers médias électroniques qui a été créé en Algérie, en l'occurrence Maghreb Émergent ? Souvent, quand on attend qu'une anomalie soit corrigée, quand on attend ça trop longtemps, quand elle arrive, elle devient un peu banale. Dire aujourd'hui que les journaux électroniques vont être traités comme la presse papier, en 2020, c'est ridiculissime. Voilà, il n'y a pas une autre façon de... Et a fortiori, si c'est le président qui l'annonce comme une grande mesure qui va amadouer je ne sais qui. Il va faire une crise de nerfs. Voilà, donc voilà, ça veut dire qu'on n'a pas compris l'enjeu. On n'a pas du tout compris l'enjeu. L'enjeu en deux mots. L'Algérie est un nain digital. L'Algérie a vécu en novembre 2008, en novembre 2009, une bataille d'influence avec l'Égypte autour de l'incident du Caire et s'est rendu compte que c'était un nain satellitaire. Il y avait Nilsat qui nous a écrasé, qui a donné la version de l'incident, version égyptienne, qui nous a complètement ratatiné. Aujourd'hui, si on devait être dans la même configuration avec un pays comme l'Égypte ou un autre... de l'autre côté. Voilà, c'était très faible. Mais en presse papier, oui. Voilà, en presse papier. Donc je parle de Fadaïet. Aujourd'hui, nous sommes en termes de production de contenus digitaux extrêmement faible. Nous sommes un nain. Par rapport au PIB de l'Algérie, nous sommes un nain. Voilà, il y a une distorsion entre le niveau du PIB et le niveau de ce que nous produisons. Et dans ce que produit une nation, un espace numérique comme data, il y a la data de l'information, qui est toujours importante, qui est extrêmement importante. Et le pouvoir algérien a décidé de l'écraser, de la bloquer pendant toutes ces années-là, en pensant qu'il allait résoudre son problème de souveraineté politique et de contrôle politique. C'est une erreur. Aujourd'hui, l'image de l'Algérie dans le monde, elle circule par le biais, sur les réseaux sociaux, sur des supports, des tuyaux qui ne nous appartiennent pas et les contenus, nous n'arrivions pas à les produire. C'est cette approche-là. Il faut construire une industrie de l'information à 360 degrés où le digital est devenu aujourd'hui central. Si on ne comprend pas ça, dire aujourd'hui que dans une conférence de presse du Premier ministre, on pourra inviter des journaux électroniques, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, ça veut dire qu'on est à côté du 21e siècle. Et quand on parle des médias, évidemment, Hakim Haddad et Souheila Hamadi, il faut rappeler qu'il y a un confrère à nous qui est en prison, en l'occurrence Sofiane Marakchi, il y a aussi Belkacem Djel, mais c'est une autre affaire de droit commun, même si la corporation, une partie de la corporation demande qu'il ait droit à un jugement. Il y a eu aussi un rassemblement vendredi et samedi. Vous êtes le dernier à les avoir rencontrés, à avoir rencontré Sofiane Marakchi. La grève de la faim a été stoppée, oui. On a le droit de le dire. Oui, on a le droit de le dire. En fait, pareil, l'avocat qui m'a donné des nouvelles juste avant de rentrer à cette émission m'a donné aussi également des nouvelles à travers Fersaoui, des deux journalistes, de vos collègues qui sont dans la même cellule. Ils sont très satisfaits et ils ont transmis un message de remerciement. Je le dis, j'ai l'occasion de le dire ici, de remerciements. Ils sont très satisfaits et leur morale est en hausse, est à la hausse, remonte. Et du fait de cette mobilisation qui a été entamée le vendredi d'ailleurs par un regroupement de journalistes, les jeunes journalistes, les journalistes algériens unis. Voilà, et le rassemblement qui a eu le lendemain leur a remonté le moral. Le fait que ça parle d'eux, le fait que la presse ou une partie de la presse, en tout cas qui fait son travail, veuille reprendre l'information de ces deux personnes, en particulier Marakchi en prison, les a aidés et les aide beaucoup. Et justement parce que j'étais avec eux, j'étais le dernier à les avoir vus, partageant à peu près, étant voisin de cellule, je peux vous dire que leur morale était très en deçà et très à la baisse à ce moment-là, il y a à peu près un mois quand je les ai quittés. Donc c'est très important de mener cette bataille, en particulier pour Marakchi, qui pour moi
et pas seulement, je le dis comme je l'avais dit l'autre jour au rassemblement, c'est aussi important soit la chose, c'est pas seulement à la corporation, c'est aussi au Hirak de s'approprier le nom de Marrakchi, parce qu'on a besoin de la presse et on a besoin de la presse dehors et la presse libre, et ceux qui soutiendront la presse les soutiendra. Voilà. Hassan ? Non, je veux dire, encore 2 journalistes qui ont bénéficié d'un logement de bonne. Souhaila Hamadi, un mot sur cette mobilisation. Il faut juste rappeler que le délit de presse est dépénalisé, donc on ne peut pas mettre un journaliste en prison pour ses écrits ou sa production journalistique. Mais on lui colle une là, affaire. Voilà, c'est exactement. C'est-à-dire actuellement, les pressions sont exercées sur les journalistes autrement. C'est-à-dire on leur colle des accusations un peu récurrentes. C'est incitation à un rassemblement non armé, diffusion de direct sans accréditation, sans licence. Donc, cela dit, c'est-à-dire pour les deux cas que vous avez cités, pour moi, je dirais que le journaliste n'est pas un supra-citoyen ni un sous-citoyen. Donc, il doit avoir le même traitement que les autres préjudiciables. Et dans ce cas-là, justifiable plutôt, dans ce cas-là, pourquoi la détention préventive dure autant? C'est-à-dire, ils ont droit à un procès équitable. S'ils sont coupables par des preuves implacables, c'est-à-dire ils seront condamnés. S'ils sont innocents, il va qu'ils sortent. C'est-à-dire, tout l'enjeu est là. Elle a absolument raison, au moins pour Marrakchi, de passer 5 mois de prison préventive pour un délit d'avoir acheté sur un site électronique un outil pour son travail, ça ne absolument pas, ça mérite. C'est évidemment un prétexte. Et avant de terminer la première partie, j'aimerais juste rappeler qu'un autre journaliste a été mis en prison aujourd'hui. Il s'agit de Abdelhai Abdelsamia, qui a été condamné à 3 ans de prison ferme. Il avait juste comparu devant le juge. Il a été immédiatement mis aux arrêts et incarcéré. C'était un proche de Hicham Aboud, officiellement accusé d'avoir facilité la fuite de Hicham Aboud vers la Tunisie via la wilaya de Tébessa. L'annonce a été faite tout à l'heure avec l'avocat Maître Badi. Quand on en saura plus, évidemment, on vous donnera plus d'informations. Restez branchés, le CPP revient dans quelques petits instants.